L'État, la nation et l'État constituent notre patrimoine commun. C'est comme dans un ensemble avec des sous-ensembles. Si on n'a pas une nation, c'est-à-dire ce commun vouloir de vie commune qui anime, inspire tout le monde, on risque de ne pas être ensemble. Pour être ensemble, il faut partager des valeurs, des principes, des objectifs. Et cela se retrouve dans la nation. L'État n'est que l'instrument de la nation. C'est pourquoi les pères fondateurs se sont évertués à d'abord créer une nation. Si aujourd'hui il n'y a pas de distinction de race, d'ethnie, de religion dans ce pays où nous sommes tous entremêlés, nous sommes tous mélangés dans les familles, vous avez du tout, c'est parce qu'on a pu constituer une nation. Et cette nation doit toujours être vivifiée, renforcée, consolidée, parce que c'est une œuvre humaine. Elle a besoin d'être maintenue, consolidée, préservée. Donc, je pense que en parler, c'est une invite à tous les acteurs pour que ce patrimoine commun qu'est la nation soit toujours vivace et que chacun s'y retrouve. C'est le deuxième volet indispensable, que chacun se retrouve dans la nation. Et l'État est l'instrument par lequel cette nation fonctionne. C'est un patrimoine commun aussi, au service de tous et de tout le monde, et qui nous aide à définir les moyens par lesquels la nation peut toujours rester unie. L'État agira à son service, pour son bénéfice, pour son compte, en préservant l'intérêt de chacun. C'est pourquoi on parle toujours d'État neutre. On parle toujours d'un État pour tout le monde. On n'a pas besoin d'un État partisan. Quand les gens parlent de la patrie et de l'opposer au parti, le parti est quelque chose de particulier. La patrie est une propriété commune. Et nous avons intérêt à toujours renforcer et la nation et l'État. C'est ma conviction. Si les pays développés n'ont plus nos petits soucis, c'est parce que ces questions sont dépassées depuis plusieurs siècles. Nous sommes à 60 ans. En 60 ans, nous devons encore gommer toutes les aspérités qui peuvent faire émerger des particularismes ou des particularités. Il faut que chacun de nous se retrouve dans ce bien commun, ce patrimoine commun qu'est la nation. Et cet outil au service de cette nation qu'est l'État. Vous savez, pour tous les hommes de gauche, nous privilégions l'humain, l'être humain, la personne humaine, comme disent certains, est au cœur et au centre de tout engagement. Parce que les cadres concrets, la nation, l'État, c'est pour que l'être humain, l'homme sénégalais, puisse s'y épanouir. Et il est indispensable que cet homme-là, épanoui, puisse s'affirmer, s'émanciper, avoir un certain nombre de droits, mais tout en ayant des devoirs, des obligations. Et la démocratie, on dit toujours que c'est le plus mauvais système, mais c'est le meilleur des mauvais systèmes. Et cette démocratie permet l'éclosion de nos différences, de nos divergences, et permet l'expression de nos aspirations et la satisfaction de nos besoins à travers N outils qui sont organisés, que sont les libertés, que sont nos droits, que sont les élections et autres. Tout cela permet à l'homme sénégalais d'être dans les meilleures conditions d'épanouissement. S'il n'y a pas de démocratie, s'il n'y a pas de liberté, si les droits ne sont pas respectés, le travailleur, même l'élève qui va à l'école, à qui on pense qu'il doit être redevable à la société de tout, a besoin de savoir dans quelles conditions il doit étudier, qu'est-ce qui lui est permis, qu'est-ce qui lui est interdit. Et tu vois, c'est la démocratie qui permet d'inoculer, d'inculquer cette mentalité à tout citoyen. Parce que démocratie rime avec citoyenneté.
Il faut être un bon citoyen pour pouvoir exercer une pleine démocratie. Et l'épanouissement ou l'aboutissement d'une bonne démocratie, c'est d'avoir une citoyenneté affirmée, émancipée, libre. Et l'inclusion, quand on est citoyen, c'est cette capacité qu'on a à participer, à s'impliquer dans tout ce qui concerne le citoyen, tout ce qui le concerne, tout ce qui concerne la nation et l'État. Et cette capacité du citoyen à participer, à contribuer, être acteur et non pas seulement bénéficiaire, c'est ça qui est favorisé par l'inclusion. Donc, vous devez énoncer une politique, vous devez concevoir une politique, une stratégie. Le citoyen qui en est l'acteur final, c'est-à-dire le bénéficiaire, devrait en être l'acteur initial. Et c'est cette nouvelle démarche que nous préconisons. Il faut qu'en tout, dans tout ce qui le concerne, que le Sénégalais, que la Sénégalaise puisse être impliqué. Mais il ne devra pas attendre d'être impliqué, il doit s'impliquer, elle doit s'impliquer. Comment lui créer les conditions pour que chacun sache que dans la boutique, l'école, ce qui doit être fait pour lui, puisque c'est le bénéficiaire, il doit en être aussi l'acteur en étant partie prenante dans la conception. Il devra être partie prenante dans la mise en œuvre et il devra pouvoir toujours être dans l'évaluation. Vous savez, une démocratie participative, c'est beaucoup d'inclusion, mais c'est un acteur qui est dans la conception, dans la mise en œuvre et dans l'évaluation. C'est les trois phases indispensables de l'inclusion. Il faut que le citoyen soit sur toute la chaîne, de la conception à l'évaluation. Et il faut nécessairement, et chacune de ces étapes est d'égale valeur, de la conception à la mise en œuvre, à l'évaluation. Ces trois étapes sont d'égale valeur parce que c'est ça qui permet d'avancer. Quand on a conçu, quand on a mis en œuvre, en évaluant, on apprécie les résultats pour mieux se projeter sur les actions suivantes. Donc, démocratie participative, inclusive, c'est une citoyenneté affirmée, c'est une citoyenneté assumée, c'est des citoyens responsabilisés qui agissent pour leur propre compte. La bonne gouvernance, généralement les gens parlent maintenant plus de reddition des comptes, qui est véritablement ce qui recouvre ou ce qui est recherché dans la bonne gouvernance. Les biens publics doivent toujours être bien gérés. C'est pourquoi je préconise toujours la citoyenneté affirmée. Nous pensons que la mise en œuvre des politiques publiques, la mise en œuvre de tout ce qui concerne le citoyen doit être fait selon les règles et les principes édictés par l'État, acceptés par les populations. Ceux qui en sont chargés ou ceux qui sont chargés de la mise en œuvre sont tenus de rendre compte. C'est indispensable la reddition des comptes parce que c'est ça qui permet toujours d'évaluer, d'apprécier et d'avancer. Ces trois étapes sont nécessaires dans ce processus-là. Donc la bonne gouvernance est une quête. C'est un processus continu. Il est vrai que dans nos pays, nous avons beaucoup de soucis en la matière. C'est valable aussi dans les pays développés. Je crois qu'on n'a pas le monopole des problèmes de reddition de comptes aux États-Unis, en France, partout. La différence entre ces pays et nous, c'est que eux, pour la plupart des cas, il y a quand même une mesure corrective qui est prise, qui peut être une sanction, qui peut être un satisfecit, mais à chaque fois que des actions répréhensibles, inappropriées sont commises, il y a des voies et des moyens qui sont utilisés pour sanctionner positivement ou négativement les acteurs. C'est la différence d'avec nos pays où généralement le citoyen ou les populations ne sentent pas encore que la reddition des comptes implique aussi une sanction positive ou une sanction négative. Et donc l'évaluation du processus
est quotidienne, l'effort à fournir est permanent et nous pensons que de plus en plus dans ce pays qu'est le Sénégal, les gens exigeront toujours une reddition des comptes et qu'il y ait une sanction. La sanction n'est pas toujours négative, elle est aussi positive. Alors, l'économie sociale et solidaire, c'est notre tradition. Ce sont nos traditions. Les tontines, les nattes, les goumbés, les associations, c'est ça l'économie sociale. C'est-à-dire c'est la communauté qui décide de se mettre ensemble pour prendre en charge leurs problèmes communs. La communauté considère que son développement, sa promotion commence par elle, passe par elle et elle se termine pour elle. Donc elle se donne les moyens de mutualiser les forces, les imaginations, les moyens pour agir pour leur propre bénéfice. Quand nos mamans créent leur tontine, c'est quoi? C'est d'abord une prise de conscience. Il y a un besoin de régler leurs problèmes. Et celle-ci ne peut se faire que par la mutualisation et la solidarité. On prend ce qu'on a en commun, on le met ensemble et on permet à un ou à certains ou à plusieurs de pouvoir agir. Ce qui résultera de ce qui a été fait sera encore remis dans la caisse commune et être redistribué. C'est africain, c'est sénégalais, c'est pas nouveau, c'est dans nos gènes. Les gens pour financer des projets, pour acheter des outils, pour acheter des ustensiles, pour régler des problèmes particuliers, mutualisent, mettent ensemble leurs moyens pour que un ou deux puissent faire et après ils remercient et on donne à deux autres, etc. C'est nous, c'est notre tradition. Donc c'est pas nouveau. Il est heureux que le monde l'ait apprécié, conceptualisé à leur manière et puisse comprendre que ce mode de vie commune et de pratique communautaire peut être aussi un instrument et un levier du développement de nos pays et de nos nations. C'est quoi le système? Dites, qu'on me dise c'est quoi le système. J'aimerais bien qu'un jour qu'on me dise le système. Parce que si c'est une connotation négative, qu'on me dise en quoi être dans le système est négatif. En quoi avoir servi son pays, avoir servi l'État, avoir été à la disposition des populations, avoir été avec eux dans la recherche de la satisfaction de leurs besoins, de leurs aspirations, ce fait-là est-il condamnable? Les politiques malmenées, tout le monde, personne n'est d'accord avec ça. Donc si c'est ça, on est tous anti-système. Parce que pour changer l'État, pour changer le système, il faut être dedans. Il faut être dedans. Si tu n'es pas dedans, tu ne changes pas le système. Tu seras dedans, tu t'impliqueras et tu verras les impairs, les insuffisances, les incohérences, les difficultés, les excès et on les corrigera. Ça, c'est la vocation de tout homme public qui entend servir l'État. Heureux que des Dakarois nous fassent confiance. Depuis 2009, nous sommes maires de cette ville à travers différentes personnalités. Sante Yalla, féliciter les Dakarois, les remercier de leur reconnaissance et de leur confiance et nous engager à toujours faire en sorte que les aspirations des populations de Dakar soient prises en compte par les différentes autorités municipales de Dakar et à Dakar. Fier et heureux d'être sénégalais. Moi, j'ai un passé politique. Je connais Dakar comme je connais les 14 000 villages de ce pays pour les avoir pratiqués pendant longtemps et régulièrement. Et ceux qui font les tournées avec moi s'en rendent compte. Quand je vais dans un village, quand je vais dans une collectivité locale, vous vous rendez compte que j'ai des amis, j'ai des connaissances, j'ai des tontons, j'ai des papas qui m'ont vu grandir, avec qui j'ai interagi et qui aujourd'hui sont prêts à nous accompagner. Si je n'étais qu'à Dakar, si je ne connaissais que Dakar, mon Dieu, je n'aurais pas d'ambition à servir ce pays. Mais mon ambition à servir ce pays
résulte de ce que je le connais bien, je l'ai beaucoup pratiqué et souvent pratiqué, et qu'aujourd'hui je veux le servir avec les Sénégalais en les impliquant dans une gouvernance nouvelle qui permet à chacune et à chacun d'être maître de son destin. Ce fut une belle communion. Et j'étais en manque et en besoin de ça. Parce que nous, les militants, notre vécu, notre redynamisme, si vous me permettez cette expression un peu barbare, relève de la communion et des contacts avec les populations. Nous ne pouvons pas prétendre ou vouloir servir ce pays si nous ne sommes pas imprégnés des préoccupations des populations. C'est pourquoi vous avez vu que dans le Mottali Yéné, il n'y a pas de rassemblement, il n'y a pas de meeting. C'est un dialogue permanent que nous nouons avec la personne que nous rencontrons en chemin, avec les chefs religieux ou les pratiquants qu'on a trouvés dans une mosquée, avec le commerçant qu'on a rencontré au marché, avec le conducteur de Jakarta qui nous fait part de ses préoccupations, avec le cultivateur, avec chaque Sénégalais, nous voulons parler, nous voulons échanger, nous voulons nous imprégner de son vécu mais surtout l'inciter à nous dire, en plus de ses préoccupations, c'est quoi sa vision de la solution du problème qu'il vit. C'est cette démarche nouvelle, innovante, qui est importante dans le Mottali Yéné. Cette communion, ces échanges permanents avec les populations, c'est ça qui me nourrit moi et qui me fait vivre et qui va irriguer et nourrir le projet qu'on va proposer aux Sénégalais. Je parle de co-construction, c'est vrai que c'est maintenant à la mode, mais cette inclusion qui est voulue dans notre démarche, c'est notre conviction. Parce que nous sommes un sérieux partisan du développé par le local. Penser global, agir local. Et aujourd'hui, nous adaptons ce concept pour dire penser local et agir local. C'est-à-dire, au lieu que ce soit le sommet, la nation, l'État, qui conçoit pour les populations, maintenant c'est les populations qui conçoivent pour elles, par elles, et nous faisons et nous agissons avec elles, par elles, grâce à elles et pour elles. Donc c'est ce changement de paradigme et de démarche qui caractérise le Mottali Yéné, et c'est pourquoi je suis très heureux d'être au contact des populations, d'échanger avec elles et surtout de recueillir d'elles avis, suggestions, propositions et souvent critiques. Parce que aujourd'hui au Sénégal, les gens sont tellement imprégnés, imbus de ce qu'ils vivent qu'ils n'hésitent pas à te dire ce qu'ils pensent. Et ils n'hésitent pas à te donner des conseils ou à faire des suggestions. Donc, véritablement, le Mottali Yéné est un fort moment de communion et d'échange duquel découlera le programme du candidat Khalifa Ababacar Sall à la présidentielle de 2024.